Bonjour à tous, mes chers collègues, monsieur le contrôleur général. Nous nous retrouvons ce matin en visioconférence pour poursuivre nos travaux. Je rappelle que les auditions auxquelles nous allons procéder sont retransmises en direct sur le site de l'Assemblée nationale et qu'elles sont ensuite disponibles en diffusion à la demande. Nous avons le plaisir ce matin d'accueillir monsieur le contrôleur général Hugues de Rognancourt, représentant la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Monsieur le contrôleur général, je vous remercie d'être rendu disponible pour répondre à nos questions en visioconférence. Et vous voyez, moi-même, je suis en mobilité et la préfecture du Rhône a bien voulu me mettre à disposition un local pour participer à cette visioconférence. Je suis heureux que cette audition intervienne 3 jours seulement après l'adoption définitive par l'Assemblée nationale à l'unanimité de la proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels. La proposition déposée, je rappelle, par notre collègue Fabien Matras, par ailleurs membre de cette mission d'information. Nous serons bien entendu heureux de recueillir votre appréciation sur ce texte et sur la manière dont il contribue à renforcer la résilience de notre pays. Plus généralement, les sapeurs-pompiers sont bien entendu des acteurs de première ligne lorsque surviennent des crises graves ou des catastrophes. La question de leur propre résilience et de leur capacité d'adaptation à l'imprévu est donc primordiale. Est primordiale également leur présence au corps même de la population et des territoires, selon un modèle d'engagement et de volontariat que notre mission d'information souhaite observer au plus près, tant il nous semble important pour la résilience nationale. Et donc, monsieur le contrôleur général, je vous propose, si cela vous convient, de commencer par une intervention d'une dizaine de minutes pour qu'ensuite nous puissions poursuivre sous forme de questions-réponses. Merci, monsieur le député. Merci d'avoir déjà pris la tâche de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, qui est une association, comme ses statuts l'indiquent. C'est une association qui a pour vocation de regrouper, elle compte 285 000 adhérents, et elle regroupe et les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires, nos jeunes sapeurs-pompiers. Je crois que ça fait aussi partie des thématiques qu'on pourra développer par rapport à cette résilience sociétale, et nos anciens sapeurs-pompiers. C'est à la fois, historiquement, la fédération date de 1882, c'est au départ une caisse d'entraide quelque part, un foyer de solidarité, puisqu'il n'y avait pas d'organisation sociale, solidaire autour des sapeurs-pompiers. Et petit à petit, finalement, elle s'est organisée et a été un interlocuteur direct des différentes organisations gouvernementales pour arriver à un ministère de l'Intérieur. Et c'est vrai que on a coutume de dire il y a 9 organisations syndicales en France de sapeurs-pompiers professionnels pour 40 000 salariés, donc beaucoup d'organisations par rapport au volume. Et par contre, les 200 000 sapeurs-pompiers volontaires et les 35 000 jeunes sapeurs-pompiers ou les 50 000 anciens qui sont adhérents, finalement, sont représentés par la voix de la fédération. Donc, c'est aussi le côté social et le côté politique qui s'exprime. Et à travers la loi Matras, on a pu évidemment nourrir les échanges. Et on en parlera bien évidemment, mais les liens entre Fabien Matras, la fédération et quelque part la réussite de cette loi démontrent aussi, et on se réjouit de cette adoption définitive à l'Assemblée nationale, mais démontre aussi le travail de concert qui s'est fait entre Fabien Matras et la fédération, mais bien évidemment avec tous les acteurs de la sécurité civile. Pour revenir à nos propos, je crois que effectivement, par rapport au sujet qui vous importe, concernant cette résilience finalement nationale, il est clair que la crise du Covid aussi nous a permis de nous repositionner, de nous re-questionner par rapport à ce qu'il en est. Mais finalement, tous les ans, aujourd'hui, il y a une crise avec une dominante différente à chaque fois. Mais au final, c'est à chaque fois les mêmes questions que l'on se pose par rapport à la préparation, par rapport à la gestion, et puis par rapport au retour à la normale. Et finalement, on le disait par rapport à la crise Covid, lorsqu'il y avait eu
le virus H1N1 au début des années 2000, il y avait un certain nombre de retours d'expérience qui avaient été faits, un certain nombre de plans nationaux qui avaient été faits. Puis finalement, en 2019, avec la crise du Covid, on a l'impression de recommencer un petit peu et de se poser un peu les mêmes questions. Donc, c'est plutôt important de faire un focus dessus. Vous dire aussi que la sécurité civile, les sapeurs-pompiers, puisque c'est 95% du budget de la sécurité civile, ce sont les SDIS qui le portent, avec une organisation territoriale. Donc là, on parle d'organisation nationale, pensée globale, agir local. Le bras armé de l'État en matière de sécurité civile et des préfets sur les territoires, ce sont les collectivités territoriales qui le portent à travers les services départementaux d'incendie de secours et donc les départements ou métropoles quand il y a une autre organisation qui existe. Donc en fait, on a une organisation qui est très ancrée territorialement et on le constate chaque année, on a son lot de crises, mais qui, on l'a toujours connu, mais qui chaque année s'amplifie, se densifie. C'est-à-dire que les crises ne sont pas plus fréquentes, mais elles sont beaucoup plus graves en termes de conséquences. Et ça, je crois que c'est un fait marquant maintenant, y compris dans le dimensionnement de nos services d'incendie de secours et demain dans la préparation et l'organisation des secours. Et puis peut-être la dernière chose, par rapport au préambule, on a constaté aussi à un moment, l'année dernière, je prends cet exemple de crise du Covid, mais on pourrait en citer bien d'autres. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, quand on regarde sur le territoire, les forces organisées, réparties sur tout le territoire, elles sont de moins en moins nombreuses. Et donc, la sécurité civile, avec ses 240 000, les sapeurs-pompiers avec ses 240 000 sapeurs-pompiers, la sécurité civile avec les moyens aériens notamment, on voit bien qu'un préfet, quand il se retourne, il sait qu'il peut compter sur ses sapeurs-pompiers. Donc c'est aussi quelque chose qui doit nous amener à réfléchir plus haut en disant comment se fait-il qu'en termes d'organisation nationale, on ait très peu de sapeurs-pompiers finalement, puisque l'image de l'État, c'est plutôt c'est assez centré, ou du moins des organisations centrales sont plutôt sur des statuts d'État et des fonctionnaires d'État. Et les sapeurs-pompiers qui sont des fonctionnaires territoriaux, on constate qu'il y a très peu de place des sapeurs-pompiers au sein de différents ministères, par exemple. Au niveau des constats aussi, ce qui est aussi un fait qui nous interpelle. Alors, vous avez cité la loi Matras, mais en 2004, il y avait ce qu'on appelait la loi de modernisation de sécurité civile. Et parmi, il y avait une déclinaison de l'organisation des SDIS avec la désignation du département comme chef de file, mais il y avait aussi un volet prévention, que ce soit l'alerte, que ce soit la formation des populations. Et en fait, force est de constater que 17 ans après, on continue à balbutier. Et finalement, ce constat, il est vraiment sur une absence de culture de prévention des risques de la population. Et ça, on se pose la question après qu'il y ait une crise qui soit passée. Et finalement, il n'y a pas de politique globale de culture de prévention des risques de la population. Ça, c'est un premier constat. On peut aussi se dire qu'à l'échelon individuel, au sein de mon appartement, de ma maison, de mon immeuble, de mon quartier, on va vous demander, par exemple, un diagnostic de performance énergétique, mais quand j'arrive dans un endroit, on ne se pose pas la question de l'aspect sécuritaire, de la gestion des risques. Qu'est-ce que je pourrais faire? Quels sont les comportements que je dois adopter? Parce que chaque zone est forcément identifiée dans un risque. Et donc, finalement, ça émeut très peu de personnes. Et quand il y a 2 ans, on fait à Paris un feu dans la rue Erlanger où il y a 10 morts dans un bâtiment, mais un simple bâtiment, nous, en tout cas, ça nous interpelle. Parce que
la moindre action de sensibilisation aurait permis, sûrement, à travers des comportements à adopter, d'éviter ces morts. La même chose, on le déclinera avec la tempête Alex ou les inondations. Ça, c'est quelque chose qui… Et puis, peut-être, pour finir, et avant de parler peut-être de propositions, malgré tout, on constate une absence de portage de politique fort en termes de sécurité et de protection civile. C'est-à-dire que tout le monde s'occupe de la gestion des crises, mais au final, ce n'est pas en termes de conduite de gestion de crise, ce n'est pas productif. On a des principes qui prévaut un commandement unique, par exemple, une communication unique. Et ça, ce sont des choses et avec des forces concurrentes et des forces menantes, et une force menante. Et ça, c'est des choses qui se perdent finalement. Et quand on avait fait le bilan de la grippe H1N1, on avait ces principes-là. Et force est de constater qu'aujourd'hui, on parle de la crise de Lubrizol, ou du moins de l'intervention de Lubrizol s'est bien passée, mais la gestion de la crise a été plus compliquée, ou de la crise du Covid, on voit bien qu'il y a une espèce d'organisation en silo d'orgue qui fait que quand on doit les assembler ou les connecter, c'est beaucoup plus difficile. Et cette coordination, aujourd'hui, nous apparaît sur le papier, le SGDSN ou le Premier ministre sont chef de file moteur dans cela, mais on s'aperçoit que dans la réalisation, il y a des choses qui ont quand même échappé à cette vision centralisée. Donc voilà, et puis c'est peut-être in fine, je ne sais pas si vous avez sûrement dû le ressentir, mais nous, on peut vous dire qu'en termes de gestion de crise, on sait faire, qu'on réalise 5 millions d'interventions par an, que quand il y a un problème, de toute façon, in fine, on appelle les sapeurs-pompiers, mais ça, on peut le développer. Mais quelque part, ce manque de culture de gestion des risques fait qu'au terme de résilience, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça part de l'individu, de chacun, et jusqu'à l'État. Et donc, ce manque de culture, pour nous, est quand même quelque chose de, malgré toutes ces petites actions qu'on peut faire les uns les autres, mais cette nécessité de responsabiliser les populations reste quand même quelque chose de primordial et quelque part la pierre angulaire de toute action que l'État ou que nous pourrions mener. Donc voilà un peu au niveau des constats. Après, on a quelques pistes de réflexion. Donc mais peut-être que les questions pourront rentrer dans le détail. Je ne vais peut-être pas le faire, mais on a ciblé une thématique sur le portage politique et le pilotage opérationnel, avec quelque part, face à cette montée en puissance des crises, cette densité de plus en plus importante, la question se pose d'un ministère dédié à la protection civile et à la gestion des situations d'urgence. Ça, c'est une question qu'on se pose. Non pas que le ministère de l'Intérieur n'ait pas pris sa part, notamment lors des tempêtes et lors de la gestion du Covid, mais on voit bien que les crises sont protéiformes et que la réponse doit toujours être coordonnée. Et c'est un peu comme quand on fait une intervention à risque chimique, j'emploie toujours cette image-là, ce n'est pas l'ingénieur sécurité chimiste de la société qui dirige l'intervention. C'est un conseiller technique. Et donc, on voit bien que un ministère peut prendre le lead sur une gestion de crise au départ, mais on sait très bien que ça va toucher à tous les acteurs de l'économie, de la société, de l'éducation, de la santé. Et donc, ce pilotage interministériel, au départ, et on le voit dans d'autres pays, c'est réalisé, en Italie notamment, devient quelque part, peut-être pas une évidence, mais une nécessité. Devient une nécessité. Donc, soit un GDSN et un Premier ministre qui prennent le lead, et non pas que sur la prévention, sur la planification, pardon, soit le ministère de l'Intérieur, puisqu'il y a une déclinaison locale, parce qu'à un moment, les préfets vont être la cheville ouvrière de tout ça sur les territoires, donc à renforcer. En tout cas, on voit bien que si on veut une politique globale de sécurité, de gestion des risques, de retour à la normale et donc de résilience,
Ce n'est pas 10 ministères qui peuvent s'en occuper, ou 6 ministères comme aujourd'hui, mais plutôt quelque chose de coordonné. Donc ça, c'est le premier point qu'on pourra étayer avec des propositions aussi en termes de formation à la gestion des crises, de nos cadres, de nos hauts cadres, de nos élus, et pour ce faire, on a peut-être avec l'Institut national du service public, mais aussi avec ce que fait l'École nationale des officiers de sapeurs-pompiers, ce qui est l'abréviation de l'ENSOSP, où on forme de plus en plus de cadres de préfecture et d'élus à la gestion de crise. On a aussi, on pourra aborder le thème de la réponse coordonnée au niveau interfrontalier, au niveau du mécanisme européen. À titre d'exemple, en 2020, c'est plus de 100 fois que ce mécanisme a été utilisé et la France a un vrai savoir-faire et est sollicitée régulièrement. On pourra parler de formation des élus locaux et l'implication forte des collectivités locales parce que penser global, agir local, pour reprendre un célèbre philosophe, ça a toujours existé, mais on peut aussi réfléchir localement et proposer des solutions. Et je crois que, par exemple, dans la gestion du Covid, on a eu 2 phases et quand on s'est mis en mode local et interservice résolution de problèmes, on a été assez efficace, je pense, sur les territoires. Quand je dis territoire, c'est, on va dire, les départements. Même s'il y a d'autres acteurs, bien sûr, qui ont pris part. Donc, on pourra parler de cette formation des élus locaux. On peut aussi parler de l'information des populations, qui reste quand même Je discutais encore hier avec le préfet Thirion, qui est le directeur général de la sécurité civile. Quand il y a eu les inondations dans l'Aude, Météo France envoie un bulletin orange. Alors, je ne sais plus combien de bulletins orange il y a à l'année dans l'Aude, mais c'est phénoménal. Il y a une graduation qui a manqué sur 4 heures avant de passer en rouge, qui active la préfecture et qui fait que les communes sont averties. Et en fait, en anticipation, le directeur de SDIS et le préfet se mettent en contact et le directeur de SDIS, qui est un ancien, se dit non, on a un souci. Et le préfet Thirion décide d'activer la cellule à minuit, alors qu'il n'y a rien il n'y a qu'un bulletin orange. Et en fait, il y a 13 morts de mémoire. La même chose en Allemagne récemment, c'est plus de 30 morts. Ce que je veux dire, c'est que le fait d'avoir alerté la population à minuit, au lieu d'attendre 6 heures du matin, parce que le bulletin serait tombé à 6 heures du matin, ça a certainement évité un certain nombre de morts. Donc, cette alerte des populations, la politique de cell broadcast qui est en train d'être portée par le ministère de l'Intérieur, comment j'avertis un maximum de monde dans un territoire bien déterminé, ça, c'est aussi quelque chose de primordial. Et puis, pour informer les gens, il faut qu'ils aient été préparés. On a énormément apprécié la campagne d'information, de prévention sur les comportements qui sauvent, ce qu'on appelait l'IPCS. Ça a été, en 2016, de mémoire, une thématique majeure au niveau national. Et quelque part, encore une fois, informer les gens sur les comportements qui sauvent. Alors, il y a les gestes de secourisme, c'est une chose, mais faire de l'information préventive, c'est aussi important. Et il n'y a pas cette journée du risque en France. Il n'y a pas cette journée comme on peut avoir au Japon, par exemple, ou une demi-journée, mais il n'y a pas que les gestes qui sauvent. Il y a aussi se sauver, ce n'est pas que pratiquer un massage cardiaque, c'est aussi, je suis dans une zone à risque, est-ce que j'évacue un bâtiment, est-ce que je reste dedans, est-ce que je monte aux étages, donc ça, c'est quelque chose qui manque quelque part. Et les occasions sont nombreuses de les trouver, même si on voit bien que, par exemple, avec les gestes qui sauvent, le PSC1, c'était une mission dévolue à l'éducation nationale, mais on voit bien qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Et dans certains départements, je suis aussi directeur du SDIS de l'Ain, le SDIS de l'Ain, avec le département, forme les 8000 collégiens annuels
au geste qui sauve. Donc, pourquoi pas imaginer d'autres, ou au niveau du permis de conduire, ou au niveau du bac, enfin, ou une journée ou un samedi dédié à cela, mais organiser en France une information à la fois au geste qui sauve, mais aussi au comportement à adopter. Et puis enfin, bien évidemment, on peut parler donc de la loi Matras et de l'évolution de notre organisation. La loi Matras est une belle loi. C'est une loi qui depuis 2004, n'avait pas existé au niveau de l'État français. On a une déclinaison organisationnelle, ça a fait couler beaucoup d'encre, mais quelque part, on parlait du numéro unique, mais ça contribue aussi à avoir une vision interservice de la réponse opérationnelle, puisque chacun aujourd'hui est encore dans ses modes de fonctionnement, je ne sais pas si c'est le mot corporatiste, mais en tout cas historique, est le cas. Et puis, il y a une valorisation du modèle de sécurité civile. On a cette chance-là en France. Je crois que tout le monde le dit. On a cette chance-là de pouvoir reposer sur 200 000 sapeurs-pompiers volontaires. C'est autant d'engagés citoyens sur tout le territoire. Et donc, valoriser cette ressource, c'est aussi contribuer à la résilience de nos territoires. Et pendant la crise Covid, on le voit bien, nos pompiers volontaires qui ont été quelque part disponibles, avec une économie qui était soit ralentie, soit du télétravail qui s'est organisé, on a pu compter sur cette ressource-là, nous. Et donc, on a pu apporter une réponse supplémentaire par rapport à d'habitude. Et quand on parle de vaccination, de dépistage, nos sapeurs-pompiers, et principalement nos sapeurs-pompiers volontaires, puisque c'est 80% de notre ressource, y ont contribué. Et donc, on pourra revenir sur cette loi Matras. Donc, il y a la partie valorisation de nos pompiers volontaires avec une épée Damoclès, malgré tout, qui est sur nos têtes, qui s'appelle la directive européenne du temps de travail, mais aussi le champ missionnel des SDIS, avec, j'oublie pas, des avancées sur les plans intercommunaux de sauvegarde, et non pas que des plans communaux de sauvegarde, et puis un certain nombre d'avancées plus corporatistes, mais qui est à saluer, parce que une loi avec 41, une proposition de loi avec 41 articles, c'est une véritable loi sécurité civile. On est tous conscients de ces avancées. Voilà un petit peu dresser les éléments de mon exposé, mais je préfère peut-être répondre aux questions plutôt que de... Alors, on pourra bien évidemment vous diffuser les éléments porteurs de cette intervention. Très bien, merci beaucoup, monsieur le contrôleur général, déjà pour ce propos introductif très, très complet. Donc, vous avez compris, dans le cadre de cette mission d'information, on s'intéresse vraiment aux cas les plus graves, c'est-à-dire à des chocs sur une partie importante du territoire, voire des chocs systémiques, qui pourraient avoir un fort impact, potentiellement dans la durée, avec des crises qui pourraient s'ajouter. Par exemple, une crise sanitaire telle qu'on vit, avec un incident cyber, avec un acte de terrorisme, et des crises qui pourraient être potentiellement de nature à remettre en cause le fonctionnement normal de la nation. Je pense que vous avez très bien expliqué, j'ai pris beaucoup de notes, le grand intérêt des sapeurs-pompiers. Enfin, on le voit au quotidien dans le sens de l'engagement. Moi, ce que je retiens, c'est cette masse de 200 000 sapeurs-pompiers volontaires et cette répartition sur tout le territoire. Et dès demain, moi, j'attaque le cycle dans mon territoire plutôt rural des Saintes-Barbes et on voit bien, on constate bien au quotidien ce maillage très important sur le territoire. Et c'est vrai que de plus en plus, on revient à ces questions de masse. Et alors, je ne sais pas si on peut comparer le travail d'un pompier professionnel d'un travail d'un sapeur-pompier volontaire, en disant que, par exemple, un sapeur-pompier volontaire peut-être travaille l'équivalent de 10% de son temps. Mais si, par exemple, ce chiffre était pertinent, je pense qu'on préfère tous avoir 200 000 pompiers
qui travaillent 10% de leur temps que 20 000 pompiers qui travailleraient à temps plein, parce qu'avec 200 000, non seulement on peut avoir une bonne répartition du territoire, mais en plus, en cas de coup vraiment dur, on peut en avoir potentiellement 200 000 d'un coup. Sachant qu'en parallèle, les pompiers professionnels ou militaires, je suppose, sont certes beaucoup moins nombreux, mais sont en mesure d'apporter peut-être des expertises beaucoup plus pointues sur certains domaines, notamment sur les risques NRBC ou autres, peut-être sur lesquels on n'est pas en mesure de former l'ensemble des 200 000 pompiers. Alors peut-être une première question pour commencer. Vous avez cité les différentes crises qui ont pu secouer notre pays ces 20 dernières années. Peut-être on pourrait commencer, on va dire, l'entretien sur la manière dont vous avez vécu, dont vous vivez encore la crise sanitaire, soit au niveau national, soit en tant que directeur du SDIS de l'Ain. D'ailleurs, j'avais eu l'occasion de venir voir l'opération Résilience, parce que j'étais rapporteur du budget de l'armée de terre, et la manière dont les armées avaient contribué au travers de l'opération Résilience à l'appui qui pouvait être fourni à la population. Donc finalement, ce qui est assez intéressant, c'est la manière dont vous avez vécu cette crise sanitaire, en tout cas dans ces épisodes les plus importants, et finalement, si vous avez pu en profiter pour détecter des moments où vous étiez proche d'un point de rupture ou en difficulté d'intervention pour des questions diverses ou variées, ou si globalement, cette crise, vous l'avez bien vécue et jamais finalement vous n'avez été inquiet par rapport à vos capacités d'intervention. Je crois qu'il y a une question déjà d'humilité, parce qu'on peut faire des tas de plans, de planification. Il y a un moment, c'est au départ une crise, c'est pas un accident chimique, c'est pas un tremblement de terre, c'est quelque chose qui nous arrive sans qu'elle soit forcément connue au départ. Donc on va faire preuve de beaucoup d'humilité avant de parler de critique ou d'amélioration, mais beaucoup d'humilité. C'est-à-dire que on va dire les 15 premiers jours, on s'est tous retournés les uns les autres en disant qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait, comment on se protège. On est en dehors du champ missionnel habituel. Et donc, il y a eu cette phase un peu de sidération pendant les 15 premiers jours, ce qui a un peu heurté les SDIS, mais quelque part, je ne pense pas qu'il y ait un problème de volonté, mais c'est encore une fois un problème de culture, d'organisation, où chacun travaille dans son coin. Ce qui a heurté, c'est de se dire, c'est un problème de santé. Je rappelle juste que les SDIS de France ont fait un peu plus de la moitié des transports pour prise en charge de Covid. Et quand je dis la moitié, enfin, quand je parle de cela, en termes de mission, ce n'est pas une mission première des SDIS. Donc c'est de la carence ambulancière, clairement, non? En fait, on parle de carence puisque en fait, on a transporté des gens où on ne savait pas ce que c'était. Mais on n'a pas discuté. Évidemment, quand le SAMU se retourne vers… Alors nous, dans l'Ain, on a la chance, c'est qu'on a une plateforme commune. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de sujet on a des armes décisionnelles communs, on discute tous les jours ensemble puisqu'on est sur le même plateau. Donc, il n'y a pas de tension, hein, et bien au contraire. Hein, et bien au contraire entre le SAMU et le SDIS. Et c'est une chance. C'est une véritable chance. J'ai été directeur dans les Vosges, j'avais une plateforme commune. J'ai été directeur dans un 3e département, c'était beaucoup plus compliqué. Donc déjà, il y avait, et ce qui nous a un peu heurté, c'est de se dire, et on a même reçu des instructions contradictoires, voire en disant, c'est pas la peine de vous protéger, c'est un problème de santé. Donc, quand vous devez bâtir une doctrine opérationnelle, alors nous, on a la chance d'avoir une zone de défense dans la zone avec la région Rhône-Alpes-Auvergne qui est derrière vous. On s'est très vite coordonné, les 12 directeurs de SDIS, avec nos préfectures pour essayer d'avoir une réponse. Et donc, on avait des instructions contradictoires et puis surtout, on avait un modèle d'organisation qui n'était pas au même niveau. C'est-à-dire qu'on avait la santé qui était avec des agences régionales de la santé, qui sont sur un échelon supradépartemental,
Et on avait des acteurs locaux sur les départements et donc des préfets qui n'avaient pas les mêmes informations avec un décalage. Et il n'y avait pas quelqu'un qui coordonnait tout ça. Et donc, on a vécu ce flottement au départ de façon assez difficile. Difficile parce que, et la loi Matras, finalement, le consacre. C'est-à-dire qu'on n'a pas, on faisait pas partie finalement de la réflexion en termes de soins. Pour autant, les gens qu'on transporte, là, c'était du soin, c'était pas de l'urgence. Donc cette première phase. La deuxième phase, où on a commencé à se mettre autour de la table, à être coordonnés, on l'a beaucoup mieux vécu, puisqu'on a pu tous autour de la table, avec le préfet ou les préfectures, pouvoir apporter une réponse un peu plus coordonnée. Et là, cette deuxième phase a plutôt été intéressante. Par contre, ce que j'en ressors dans cette phase-là, c'est que les sapeurs-pompiers, finalement, restent une force qui s'adapte. Si on m'avait dit un jour que je pratiquerais des dépistages Covid, que je vaccinerais, je sais plus, je crois 30 000 personnes dans l'Ain, par exemple, hein, et partout en France. J'étais encore il n'y a pas longtemps à l'Agence régionale de la santé de Lyon, à Lyon. Les gens nous le disent. On a apprécié le caractère organisé. Donc, si on m'avait dit que je ferais ça, et la loi Matras l'a consacré avec le terme de soins, mais de la même façon, si on nous avait dit qu'un jour les SDIS achèteraient des gilets pare-balles, des casques pour pouvoir prêter main forte aux forces de sécurité intérieure en cas de menace, attentat terroriste. Donc, on a vraiment un SDIS qui s'est adapté. Et quelque part, nos pompiers volontaires, vous l'avez, je vais me permettre un compliment, je n'aurais pas mieux dit, dans la définition que vous avez du risque courant, du risque particulier. Nos professionnels sont là la journée, la nuit aussi, mais sont là plutôt pour faire le risque courant, là où il y en a besoin. On a besoin de beaucoup de masse, puisqu'on sait qu'il y a des pics dans la journée. Et nos pompiers volontaires peuvent aussi participer à ce secours courant, mais aussi participer à la résilience, c'est-à-dire le plus, une inondation, un feu de forêt, une campagne de dépistage. La majorité de nos dépisteurs, de nos piqueurs, puisqu'on a eu le droit de vacciner, grâce à nos services de santé, ont été faits par des pompiers volontaires. Donc un bilan au départ qui était plus que compliqué parce qu'on n'avait pas de doctrine. On les a, et on était surtout écartés, puisque c'était une vision très monolithique et on sait bien, c'est le propos introductif que j'avais, au départ, il y a une dominante dans une crise. Et à l'arrivée, la crise, elle est interservice, elle touche toutes les pans de la société. Donc, il faut, la Covid-19, c'est un problème de santé au départ, et à la fin, c'est une crise sociétale et qui doit donc être gérée en interministériel. Donc, cette première phase, la deuxième phase plus coordonnée. Et puis enfin, et c'est ce qu'on vit aujourd'hui, comment parce que ce n'est pas fini, comment je continue à aider à retour à la normale, donc comment je crée cette résilience, et je continue mon activité, qui plus est, augmente, puisque la crise du Covid a généré un certain nombre de comportements qui fait qu'aujourd'hui, l'activité des SDIS augmente, alors que pendant 3 années, on a plutôt stagné. Donc, c'est cette phase-là aujourd'hui avec, je ne sais pas si c'est un problème de ressources, mais en tout cas, 1 an et demi après, il y a une certaine fatigue qui se crée malgré tout. Et la chance qu'on avait, ce sont nos sapeurs-pompiers volontaires, mais nos sapeurs-pompiers volontaires, vous l'avez dit justement, ça ne peuvent pas donner plus que ce qu'ils ont, même si 200 000 les 200 000 et les 10%, effectivement, on les a sur des créneaux sur des créneaux week-end, nuit et un peu la journée. Mais là aussi, on atteindra nos limites capacitaires un jour ou l'autre. Donc cette crise, elle est assez emblématique de l'organisation des secours en France, de la gestion des crises et puis de la résilience sur les territoires. Malgré tout, oui, peut-être un dernier mot.
on a parfois des crises identitaires, du sens de la mission, mais à aucun moment, et c'est ça qui me… Alors, les carences privées, on pourra revenir tout à l'heure si vous souhaitez, mais là, on commence à avoir une crise de mission. Pourquoi faire? Par contre, dépister, vacciner, les pompiers ne se sont pas posé la question. Je vais aider mon prochain quelque part. Et le simple merci à la fin, grâce à vous, j'ai été vacciné, suffit à légitimer l'action. Et quelque part, on s'engage sapeur-pompier pour ces valeurs-là. Donc, le fait d'avoir aidé à la vaccination, d'avoir un merci, ça fait toujours plaisir, mais de faire en sorte que la vie continue, les pompiers ne se sont pas posé la question du sens de la mission. Et, effectivement, le fait de répondre à des besoins du territoire auquel on peut tous être confrontés, je suppose, participe au sens de la mission. Alors, vous voyez, quand on fait la comparaison, quand on regarde les réserves des armées, pour le coup, les réservistes des armées ont plus de mal parfois à faire comprendre à leur entourage ou à leur employeur la nécessité de s'engager dans cette réserve, parce que souvent, c'est pour une menace qui potentiellement peut être très loin et pas forcément perçue par la population, parce qu'on n'y est pas forcément confronté. Et je pense que les pompiers, justement, on voit bien le sens de la mission. Alors, avant de passer peut-être à notre capacité de réponse face à une crise majeure, peut-être rappeler, j'ai une question quand même sur le fait que donc, les SDIS, effectivement, sont territorialisés maintenant à l'échelle du département, et je pense que si la réforme a pu poser question, je pense il y a 20-30 ans, maintenant plus personne regrette les SDIS des communes, et donc, si j'ai bien compris, donc, ont une double tutelle, donc État-département, ou avec des formes métropolitaines parfois. Donc, c'est bien le préfet localement qui est l'autorité, je parle sous votre contrôle. Et ma question est finalement, comment, quand on a le besoin de moyens qui dépassent les frontières des SDIS, comment ça s'articule tout ça avec les SDIS voisins, avec les professionnels? Existe-t-il d'ailleurs des moyens nationaux spécifiques? Je suppose que tous les SDIS n'ont pas forcément de quoi faire face à l'ensemble du spectre des menaces, notamment sur des points NRBC ou autres. Et est-ce qu'au niveau national, finalement, quels sont les moyens mis en place au niveau national pour définir de la doctrine, du commandement, au-delà des moyens spécifiques dont on parlait, qui, par exemple, représente les sapeurs-pompiers volontaires quand il y a une CIC type Beauvau? Enfin, voilà, au-delà de l'approche territorialisée, finalement, comment ça se passe au niveau national là? Alors déjà, donc vous avez parlé du CIC, de la CIC, dans d'autres configurations. On a une direction générale de la sécurité civile, qui est un des 4 piliers du ministère de l'Intérieur, au même titre que la police, la gendarmerie ou les renseignements. Donc ça, c'est celle qui est l'interlocuteur au niveau national pour l'organisation de la gestion des crises, avec un bras armé qu'on appelle le COGIC, sorte de CODIS départemental qui est au niveau national. Ensuite, on est organisé, nous, en zone de défense. 8 zones de défense, et par exemple, pour la zone sud-est, donc Auvergne-Rhône-Alpes, on a un état-major de zone qui est situé alors, peut-être pauvre en moyens, puisque la sécurité civile ou les états-majors de zone, ce n'était pas forcément quelque chose, avant le Covid, de très, très, très ciblé, finalement. On voit le rôle quand on fait un plan intempérie zonal, quand on a une épisode de neige avec des naufragés de la route, où là, il faut coordonner sur 2 départements. Il ne s'agit pas de bloquer dans un département et ouvrir dans l'autre. Et puis, avec des acteurs, quand il faut coordonner la P2R et puis l'autoroute du Mont-Blanc, on voit bien qu'il faut une vision supra-départementale. Donc, ça sert à ça. Ce sont les mêmes zones que les mêmes zones de défense et de sécurité, finalement. Oui, tout à fait. Avec la chaîne côtière des armées. Et oui, je crois. Oui, je crois. J'avais un doute par rapport à l'Île-de-France. Donc ça, c'est une chose. Par contre, effectivement, j'ai besoin de renforts feux de forêt parce que c'est un risque ou d'inondation. Donc l'été dernier, on a fait énormément de renforts préventifs. Et on a eu du curatif au mois d'août avec le gros feu dans le Var. Là, c'est une expression de besoin qui se fait au niveau national.
qui alerte les zones de défense et nous avons des plannings de renfort sur cette thématique-là. Donc, c'est ce qui est joué. Ou alors, quand c'est subi, c'est-à-dire qu'une crise torrentielle ou un tremblement de terre, là, c'est les zones de défense qui ont recensé leur capacité d'envoi de renfort et on les actionne. Sachant, je le redis, 80% de notre ressource est volontaire. Donc, je peux enlever quelques professionnels des gardes qu'il faudrait que je remplace, mais la majorité de notre capacité d'action, elle est volontaire, ce qui est extraordinaire d'ailleurs. C'est à la fois fragile, mais extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a des pompiers volontaires qui vont pouvoir s'arranger avec leur employeur pour libérer du temps de travail, et généralement, on part une semaine. Donc, c'est les zones de défense qui font ce travail. Alors, aujourd'hui, on a quand même quelques inquiétudes. C'est-à-dire que, vous l'avez dit, ce sont c'est le préfet finalement qui est l'ordonnateur opérationnel, le commandeur opérationnel et l'ordonnateur financier, c'est le président du département ou de la métropole ou du service départemental métropolitain. Donc, il y en a un qui paye et un qui finalement l'utilise en dehors des frontières, puisque dans un département, on ne va jamais avoir une mauvaise entente entre un président et un préfet. On est là pour la population, donc c'est la même. Par contre, quand on va demander aux SDIS de l'Inde d'aller prêter main forte aux SDIS du Var, avec des conséquences financières aussi, il y a forcément un recensement qui se fait, une autorisation. Bon, ça, c'est dans le meilleur des cas. Par contre, on constate aujourd'hui, malgré tout, et c'est là qu'on attend, nous, et à chaque fois qu'il y a une loi de programmation, on le dit, pour le coup, ce qu'on appelait les dotations ou les fonds d'aide à l'investissement, l'État n'en donne plus. Et quelque part, pour tout ce qui est du renfort national, voire européen, on voit bien qu'on commence à voir diminuer nos ressources mobilisables à l'export, si je puis dire. Donc là, pour le coup, donc la coordination, je ne reviens pas, ça c'est fait. Par contre, le financement de ces moyens à envoyer à l'extérieur nous semble, au titre de la fédération, maintenant quelque chose qui doit revenir sur le devant de la scène, parce qu'on a connu les départementalisations. Vous l'avez dit, personne ne reviendra en arrière. Et aujourd'hui, on a cet effet ciseau quand même des financements des SDIS, pour plein de raisons, mais que connaissent les départements. Et donc, on voit qu'il y a un peu moins d'investissement. Donc, financer de l'investissement pour des moyens qui sont mobilisables à l'extérieur d'un département, on peut en citer je parlais de groupe inondation, groupe feu de forêt, groupe commande camp, groupe NRBC, ça a du sens aussi, et je pense que dans cette relation État-département qui parfois est compliquée, à travers cette dotation, c'est une piste aussi qu'il va falloir sûrement appuyer et remobiliser. Ça l'a été en d'autres temps. Il y a quelque chose qui est… la moitié des financements à l'époque, de mémoire, c'était jusqu'en 2014-2015. La moitié des financements a été supprimée et l'autre moitié a été consacrée sur le système d'information unique, ce qu'on appelle Nexis. C'est-à-dire, dans tous les SDIS de France, il va y avoir un système d'information unique. C'est-à-dire qu'on aura un même logiciel au centre de traitement de l'alerte dans tous les SDIS de France. Et là, le déploiement sera effectif à partir de l'année prochaine. Le système d'information voilà. Donc, il y a peut-être sûrement ce besoin maintenant d'aider les départements à pouvoir projeter. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, mais on a quand même une vraie… alors, tout le monde travaille et le président de la République a pris position récemment, mais on a une vraie incertitude malgré tout sur la capacité qu'on a à mobiliser nos pompiers volontaires au regard de la directive temps de travail. Tout à fait. Alors, juste pour revenir sur ces capacités de mobilisation, j'allais dire en dehors du périmètre départemental, puisque si on s'intéresse à des sujets de résilience nationale, il y aura forcément les moyens départementaux ne seront pas suffisants. Le principe en temps nominal, quand des pompiers vont intervenir pour les questions de feu de forêt ou autres, en dehors de leur département, c'est que c'est le département qui accueille, qui finance, ou alors c'est le budget de l'État, ou alors c'est le département qui prête, qui ne finance pas. Non, c'est remboursé. Les frais de fonctionnement, pas d'investissement bien sûr, mais les frais de fonctionnement sont remboursés par l'État. Ça ne pose pas de souci.
hein, c'est à travers le budget de la sécurité civile. Par contre, l'investissement des matériels mis à disposition, on ne demande pas de financer des postes dans les départements via l'État, mais l'investissement, celui-ci n'est pas anticipé et n'est pas programmé. Donc, non, c'est remboursé, il n'y a pas de… Ok. il y a Donc, plus de sujet quand on a aujourd'hui. des pompiers en dehors de son département qui viennent en renfort, c'est l'État qui paye le fonctionnement. Oui. Ok, ça marche. C'est juste pour comprendre. Alors, ensuite, donc maintenant sur la séquence, on va essayer de se projeter vers une crise majeure qui pourrait survenir, sachant que la difficulté, vous l'avez bien dit, c'est que on a toujours du mal à anticiper la crise qui va arriver, donc on a besoin de planification, mais le plan, c'est souvent le premier mort sur le champ de bataille, on dit souvent, et donc il faut beaucoup d'adaptation, et bien entendu, c'est compliqué de tout prévoir. Mais quand même, imaginons une crise majeure qui nécessite, on va dire, de mobiliser massivement et de durer. Les questions toutes bêtes que je me pose, c'est déjà, vous avez parlé d'état-major de zone. Est-ce que vous avez, entre guillemets, des capacités pour faire monter en puissance un état-major de zone? Et puis, deuxième point, sur la disponibilité en hommes, on a bien compris, effectivement, donc on a des sapeurs-pompiers volontaires qui donc ont des métiers par ailleurs. Si toutefois on devait les employer de manière prolongée sur une zone, comment ça pourrait se passer? Est-ce qu'il y a un phénomène à un moment donné de réquisition qui peut être mis en place? Et puis, je pense également à tout le soutien pour les bons, pour l'alimentation, parce que je me souviens, moi, en tant que maire, avoir eu des feux parfois sur ma commune. Bah, tout simplement, quand l'incendie dure, à un moment donné, c'est faut apporter du soutien alimentaire. Et j'ai pas l'impression que enfin, je ne sais pas si votre grande force est de traiter, on va dire, la réactivité de l'intervention. Par contre, est-ce que vous avez également la capacité à durer d'une certaine manière? Ou est-ce qu'à un moment donné, on peut se dire que non, ça permettrait, enfin, qu'on aurait une réaction rapide, mais qu'on aurait des difficultés à être à durer si on devait relever pour faire face à une crise majeure? Je prends l'exemple du feu de forêt dans le Var cet été. C'est 10 jours d'engagement avec 1000 personnels. Donc, souvent, effectivement, nos réponses dans les différents SDIS sont basées sur une réponse à 24 heures. Maintenant, la masse de pompiers volontaires qu'on peut avoir fait qu'on va durer plus ou moins dans le temps. Donc, moi, je serais plutôt à dire que jusqu'à un horizon d'une semaine, un SDIS peut tenir. Au-dessus d'une semaine, c'est la solidarité interdépartementale qui doit prendre le relais. Par contre, pour répondre aussi à votre question initiale, l'été, par exemple, cet été, c'est-à-dire la capacité qu'on a à faire front à plusieurs événements, voire d'origines différentes. On voit bien qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique, ce n'est pas qu'une vue de l'esprit chez nous. Et donc, on fait des feux de forêt aujourd'hui, ou des feux plutôt d'espace naturel. Vous allez en Saône-et-Loire faire des feux de récolte dans la Nièvre, dans le Beaujolais côté Rhône. Nous, on va faire un peu de feux de forêt parce qu'on a un massif qui s'y prête. Et donc, si tout ça est en même temps, j'aurai peut-être moins de monde à mettre à disposition du sud de la France. Cet été, heureusement, on a eu un mois de juillet pluvieux, mais il y a 2 ans, ça a été le cas. À cela, vous rajoutez un phénomène de sécheresse de partout, crise de la Covid. On n'a pas été en rupture capacitaire, mais on voit bien qu'on peut toucher nos limites. Par contre, sur une semaine, on arrive à libérer des gens. C'est-à-dire que le chef d'entreprise, la famille peut s'organiser. Sur le plus long terme, ça peut se faire qu'avec une coordination zonale, une coordination nationale, de façon à anticiper les renforts. Est-ce qu'il y a un mécanisme juridique qui est envisagé si toutefois la disponibilité humaine devait se… Non, ça serait On a des conventions avec les employeurs, par exemple.
Mais il n'y a pas d'obligation, comme dans la réserve citoyenne, de dire je vous oblige à. Réserve Hein, opérationnelle. la réserve, pardon, opérationnelle. On ne le fait pas parce que. euh, Vous voulez rendre le statut quand même attractif pour l'employeur et pas non plus. et oui, Il y a un équilibre à trouver en tout cas. il y a un équilibre à trouver et une réserve opérationnelle où vous êtes mobilisé une semaine par an, ça ne suffirait pas, nous. Donc, Hum. c'est une semaine, tous les 3 semaines, en moyenne, nos pompiers volontaires sont d'astreinte. De temps en temps, ils peuvent arriver en retard au travail. Donc, c'est ce genre de choses par contre, aller recruter un employé de pompier volontaire. On avait le débat il n'y a pas longtemps lors de la PPL Matras, d'ailleurs, avec des députés ou au Sénat. Euh, on croit plus, nous, à une facilitation financière des employeurs par l'exonération de charges sociales patronales que d'imposer. Voilà, vous recrutez un pompier et sachez que potentiellement, il va se passer ça, ça, ça. On pense que le pompier risque de ne pas être recruté. Donc, donc, ça peut faire peur au départ, même si les grandes entreprises aujourd'hui commencent à valoriser l'action des pompiers volontaires. On a signé récemment à la direction générale une convention avec des grands groupes parce que ce sont des pompiers ce sont des engagés citoyens qui sont investis, qui portent des valeurs, qui ont l'habitude de consignes de sécurité. Donc ça peut être porteur. Mais dans une petite entreprise, c'est plutôt une inquiétude. Hein, ils risquent de partir. L'obliger, ça serait peut-être sûrement contre-productif par rapport au modèle d'engagement de nos pompiers volontaires aujourd'hui. Hum. Sachant qu'on peut imaginer que si un jour le pays est confronté à un péril majeur, les employeurs privés seront sans doute assez réceptifs au fait de laisser leurs sapeurs-pompiers volontaires intervenir voilà, en cas de nécessité. Alors, j'aimerais maintenant aborder la question de la dépendance à la technologie et notamment au numérique. On le disait tout à l'heure, les crises peuvent se cumuler. Par exemple, si on évaluait, on va dire, la situation, on va dire, d'un pays ou d'une région sans électricité pendant une semaine, par exemple, on aurait à la fois des conséquences graves sur le système de santé, sur les hôpitaux, et à la fois on aurait nos réseaux télécoms qui seraient HS. Donc on se pose la question non seulement du traitement de l'alerte, et encore au-delà du traitement de l'alerte, de la capacité, on va dire, à déclencher, on va dire, les secours et à les piloter. On se souvient tous que dans nos communes, avant, on avait la sirène, on va dire, qui était, on va dire, relativement résiliente, bien que la sirène elle-même nécessite de l'électricité pour tourner. Je sais pas, peut-être que dans le temps, il existait des sirènes à manivelle. Et donc, finalement, vous parliez également des systèmes d'information. Bon, dans le Rhône, les pompiers ont Smart Emis, qui est extrêmement efficace. Ils ont sur leur smartphone la capacité de se rendre disponible ou pas. Le centre opérationnel a sans doute la disponibilité en temps réel, les équipes où elles sont. Donc, tout ça, c'est génial en mode nominal et je suppose que ça permet vraiment de faire des progrès importants dans la gestion des personnels et l'optimisation, on va dire, des secours. Par contre, si tout ça s'arrête, comment on fait, est-ce qu'il existe des modes dégradés pour déclencher les pompiers et travailler, j'allais dire, en mode très dégradé, en revenant avec des moyens plus basiques? Comment vous envisagez la chose? Par exemple, la question basique serait comment fonctionnent les pompiers si un jour on n'a plus d'électricité? Voilà. Alors, s'il n'y a plus d'électricité, ça va être compliqué. Ça, on est bien d'accord. Deux réponses peut-être. On a aussi Smart Emis dans l'Ain. Peu importe le système, il y en a 3 en France. Par contre, on a ce qu'on appelle des BIP, des systèmes d'appel individuels sélectifs. Et donc, ça fonctionne encore un peu, sans passer par les opérateurs actuels et avec des systèmes beaucoup plus simples d'utilisation d'alerte hertzienne et pas forcément en passant par tout ce qui est fibre numérique et autres. On a eu le problème avec le numéro Lapin Orange il y a 3-4 mois en arrière. Bon, en fait, on s'aperçoit que les vieux systèmes
il y avait deux système IP qui ont pas. L'ancien a moins bien fonctionné, le nouveau a mieux fonctionné, mais on voit bien que ça a été une panne qui a été touchée par tout le monde. Donc, moi, j'ai le souvenir de la tempête de 99. J'étais dans les Vosges à l'époque. Voilà, on a réussi avec nos bips et nos sirènes de l'époque. Il y avait de l'électricité. Et avec un certain nombre de groupes électrogènes qu'on a mis en place à des points stratégiques, qui fait que ça a fonctionné. Aujourd'hui, effectivement, à l'heure du numérique, et notamment avec le réseau radio du futur, parce que, ou même les technologies de Cell-Broadcast, quand on voit qu'une programmation d'un des 6 centres qui transforme un numéro 10 chiffres à un numéro 2 chiffres, une simple programmation défectueuse fait qu'on plante tous les numéros d'urgence, effectivement, ça nous inquiète. Et le réseau radio du futur, sur ces mêmes modèles, puisque, in fine, c'est les mêmes conduites, peut nous inquiéter. Et vous avez beau dire il faut une obligation de remise à niveau sous 4 heures, les opérateurs doivent s'engager à ou immédiatement, on voit bien que ça ne marche pas. Donc, les systèmes rustiques sont les systèmes les meilleurs. Et aujourd'hui, à l'heure du numérique, c'est difficile de savoir où passent nos informations, qui fait quoi. Donc, en termes de résilience, je ne suis pas persuadé qu'en temps normal, on va être plus réactif, mais on partage tous votre crainte pour la suite. Et là-dessus, nous, le réseau radio du futur, quand on a vu la panne du Orange il y a 3-4 mois, le réseau radio du futur qui est basé sur les mêmes technologies, c'est-à-dire plus de radio, mais tout par téléphone, avec des fonctionnalités qui sont formidables, il n'y a pas de problème. Mais en cas de panne, je pense qu'on est plus qu'inquiet. Oui. Justement, on a peut-être des… Parce que, pour tout vous dire, on partage, on va dire, ce même rapport à la technologie, que ce soit chez les pompiers, chez les armées. Et le sujet est toujours pareil, c'est que l'innovation est emportée par les opérateurs civils. Il y a un décalage petit à petit qui se crée entre les réseaux qu'on est en mesure de déployer par la force publique et les réseaux disponibles par les opérateurs privés. Donc là, on est dans une phase de coexistence. Et petit à petit, il y a une telle performance supplémentaire qui est portée par les réseaux des acteurs privés que les moyens publics se disent, bon, on va plutôt essayer d'utiliser ces réseaux en essayant de les sécuriser. Pour autant, il faut bien avoir conscience que ces réseaux sont, par définition, sont potentiellement moins résilients et, par ailleurs, ont des objectifs de couverture de population et pas de couverture de zone. Or, les pompiers comme les armées doivent intervenir de partout, y compris si les opérateurs télécoms n'ont pas assuré des couvertures. Alors, il y a des moyens de s'en prémunir, mais quand même, c'est un problème. Et le mouvement que vous citez est exactement le même, y compris pour les armées, qui ont leur propre réseau télécom, et qui, petit à petit, sur les réseaux satellitaires, notamment avec les nouveaux réseaux satellites de basse orbite, vont faire passer de plus en plus de flux sur des réseaux opérés par des opérateurs privés qui n'ont pas tout à fait les mêmes contraintes. Et donc, se pose toujours la question de dire qu'est-ce qu'on doit savoir faire nous-mêmes et qu'est-ce qu'on met chez des tiers. Toutefois, il me semble que l'orientation est donnée d'aller vers les réseaux radio du futur. Je trouve que c'est bien de savoir faire mieux avec le numérique, mais la question est toujours quelle est la part qu'on investit quand même dans le réseau dégradé. C'est-à-dire si tout ça ne marche plus, soit parce que plus d'électricité, incident cyber, ou alors une dépendance qui s'installe à des composants qu'on ne sait pas maîtriser sur le sol européen, des smartphones, des choses comme ça. Et c'est pour ça que moi, il ne me semblerait pas aberrant, par exemple, d'imaginer qu'à minima les casernes restent connectées par des moyens autonomes des réseaux mobiles de télécommunications. J'entends à minima, pour moi, il y a deux pistes, soit de l'hertzien terrestre, ou à longue portée, qui est peu coûteux, avec un relais, vous couvrez, on va dire, une très forte zone, ou soit du backup satellitaire. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, finalement, si une région, on va dire, était coupée, est-ce qu'il serait stupide de dire que, par exemple, à un endroit en France, on a quelques téléphones satellitaires
d'avance, en mesure d'être envoyés dans les différentes casernes par des motards pour assurer, on va dire, un lien entre la caserne de pompiers sur le territoire et l'autorité régionale départementale. Et puis ensuite, au plus près des territoires, j'allais dire, les choses peuvent s'organiser en mode dégradé également. Donc, pour répondre à votre question, on a, je pense, tous dans nos SDIS, ce qu'on appelle un plan de continuité d'activité, qui aujourd'hui, effectivement, par rapport à l'ancien système herdien, on a cette solution en mode dégradé. C'est-à-dire que le jour où on a une panne, on alerte tous nos centres de secours et en France, on peut compter sur 1500 points de relais, puisqu'il y a 1500 casernes qui existent encore, même si les plus petites disparaissent progressivement. Et donc, nous, quand on a un problème d'alerte, de toute façon, on envoie un message à tous nos centres en disant « mettez un opérateur en garde postée permanence ». Donc, en phonie, en audio, c'est ça? C'est ça. Et donc, ce réseau va être conservé avec RFF ou pas? Je ne sais pas s'il va être conservé. En tout cas, je pense que tous les SDIS vont conserver l'ancien système. Et c'est pour ça que quand on fait un calcul de coût, RFF est un coût supérieur, mais en plus, il faut qu'on… Bon, ça peut se discuter s'il y a d'autres fonctionnalités. Mais en plus, il va falloir qu'on conserve, nous, notre ancien mode, jusqu'à ce qu'on puisse, d'ailleurs, parce que en termes de fréquence… la réglementation européenne nous impose un certain nombre de choses, mais il va falloir qu'on conserve ce mode dégradé. Et la chance qu'on a, nous, c'est d'avoir toutes ces casernes où, au coup de sifflet, on peut dire, vous mettez quelqu'un posté en permanence. Derrière, à nous d'identifier les points relais qui peuvent émettre sur 2 à 3 centres et voir de l'alimentation, puisque tous nos centres de secours aujourd'hui sont sécurisés avec des groupes, de façon à maintenir un minimum d'activité. Ça, on sait faire. Avec RFF, on démarre la discussion aujourd'hui. Mais on est plutôt inquiet quand même. Je pense qu'en tout cas, ça va être un effort parce que quand vous avez le nouveau système qui arrive, qui fonctionne en mode nominal, beaucoup mieux, etc., et que petit à petit, vous abandonnez l'ancien, il y a à la fois des questions de savoir-faire, il y a des composants potentiellement qui sont plus produits. Et puis, sauf que le jour où le truc super bien ne fonctionne plus pour un réseau ou pour une autre, c'est très compliqué de remettre en route le mode dégradé. Donc, je pense que ça demande un véritable effort, un effort qui reste raisonnable. Mais en tout cas, ça demande que chacun se motive dans cette idée que ce vieux réseau résilient dont vous parlez, mais qui nous sera bien utile, on va dire, en cas de coup dur, continue à être fonctionné, opéré, et qu'on ne découvre pas le jour où on veut éventuellement s'en servir, que l'effort n'a pas été fait et que tout ça ne fonctionne plus, quoi. Alors, la chance des SDIS aussi, c'est qu'on a des établissements publics aujourd'hui qui sont plutôt matures, avec un savoir-faire. Quand je dis mature, ils ont 20 ans d'ancienneté. Et aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des personnels administratifs et techniques, avec des techniciens. Dans tout ce qui est transmission, alors plus numérique maintenant, mais à chaque révolution, on garde l'ancienne génération finalement de techniciens, puisque un cadre, un technicien, on le garde 30 à 40 ans. Donc la chance, c'est qu'on est aussi autonome sur ces maintenances. Et à chaque fois, on garde l'ancienne génération. Quand on a basculé sur Antares, on avait encore l'ancien système. Aujourd'hui, on maîtrise Antares. J'imagine que si on passe sur du numérique, on va garder les infrastructures ou on va les réorienter. Ça, c'est des réflexions qu'on doit intégrer dans notre plan de continuité d'activité, c'est certain. Mais tout comme quand on aura le nouveau système d'information pour tous les SDIS de France, Nexis. À la fois, ça va être bien parce qu'on va pouvoir redonder si j'ai mon centre de traitement d'alerte qui est crashé. Je peux aller dans un autre SDIS plus facilement. Mes données seront dans un entrepôt de données où normalement 2 ou 3 sièges seront en France, voire européens. Par contre, il faudra quand même que j'ai un mode dégradé. Alors, justement, peut-être, moi, ça m'amène à 2 dernières questions, à la fois concernant la gouvernance et la question de la culture de résilience que vous avez évoquée. Sur la gouvernance, finalement, effectivement, aujourd'hui, donc on a un fonctionnement interministériel qui a un peu été précisé, mais finalement, chacun, on va dire, est un peu tiraillé
entre la performance et la performance du quotidien, j'allais dire, et la capacité à faire face à une crise majeure avec des objectifs qui sont parfois contradictoires entre savoir gérer une moyenne et savoir gérer un pic. Ce n'est pas toujours les mêmes moyens. Et vous indiquiez le cas d'autres pays, notamment l'Italie, qui ont mis en place, notamment au niveau ministériel, une autorité politique dédiée, on va dire, à la gestion des crises. Et puis, j'ai découvert que ça existait également en Russie, puisqu'il y a quelques mois, il y a eu un décès du ministre en Russie chargé des crises majeures en opération. Et donc, vous, tout à l'heure, vous parlier je reprends mes notes, de la possibilité d'une gouvernance, par exemple, d'un ministère dédié aux situations d'urgence, qui pourrait être justement ce ministère qui s'assure qu'en cas de situation d'urgence, on a bien prévu de faire ça et on a bien l'effort minimal, on va dire, pour que ça fonctionne. Est-ce que vous pourriez un peu nous préciser comment tout ceci pourrait fonctionner et puis quel lien finalement vous voyez avec les autres ministères, le SGDSN ou les services territorialisés comme le vôtre? En fait, par rapport à cette proposition, on tourne autour de l'interministériel, donc du Premier ministre et du SGDSN qui fait de la planification. Donc, ça serait de la planification à l'opération autour à la gestion de crise et retour d'expérience. On aurait un même concept global de gestion des risques. Et donc, aujourd'hui, in fine, ça revient au ministère de l'Intérieur, mais plutôt dans la phase gestion de crise, retour à la normale. Mais au départ, on a cette imprécision qui fait quoi? Donc, c'est plutôt alors, peut-être que on doit renforcer les capacités du ministère de l'Intérieur. La question ne nous appartient pas. Mais en tout cas, tourner autour du SGDSN, qui est plutôt de la planification, y rajouter une composante. Alors, même avant la planification, y mettre le concept d'information préventive, de formation de la population, la planification, la gestion de crise avec aujourd'hui, le SGDSN n'a pas la capacité à armer n'importe quelle gestion de crise. On s'appuie sur des ministères. D'ailleurs, il n'est pas fait pour ça, le SGDSN de mémoire. Il est fait pour faire de la planification, mais ensuite, en conduite, ce n'est pas son rôle, si j'ai bien compris. Tout à fait. Donc, c'est plutôt d'agréger tout ça avec un portage ministériel et puis un armement État. Donc, et là, la place, et là, la question, parce qu'en fait, on a une concurrence des cellules de crise qui, je ne dis pas que c'est mortifère, mais c'est plutôt contre-productif. Après, la gestion de crise, en termes de communication, c'est catastrophique. Ça, on le sait. Donc, c'est là que on pourrait avoir réuni toutes les composantes, sans oublier les sapeurs-pompiers, qui sont des fonctionnaires territoriaux, puisque c'est plutôt, quand on parle État, on n'a pas de fonctionnaires territoriaux. Donc, c'est aussi les cadres des SDIS qui sont capables de pouvoir y aller. Et puis surtout, on rappelle quand même les principes, un commandement unique, une déclinaison unique dans tous les territoires. Il faut qu'on ait une doctrine qui soit portée dans tous les territoires. Et puis sur les territoires, une mobilisation de toutes les forces. Ça, c'est des principes qui prévaut. Et qui peut actionner toutes les forces, qui peut agréger tous les ministères, ça peut être qu'un Premier ministre, enfin, quelque chose tourné autour du Premier ministre. J'essaie de réfléchir un peu à l'évolution de nos systèmes depuis, on va dire, une centaine d'années. Est-ce que finalement, jusqu'à la guerre froide, il n'était pas admis qu'en situation vraiment extrême, c'était dans tous les cas la défense nationale qui prenait la main quand on regarde le corpus réglementaire et la manière dont les choses étaient organisées, puisqu'elle disposait de moyens de masse, que ce soit avec ses forces d'actifs, ses forces de réserve. Et dans tous les cas, l'idée, c'était un peu que c'était la défense nationale, le militaire, qui reprenait le contrôle et, j'allais dire, qui était chef de file, on va dire, du traitement de la situation d'urgence. Sauf que, effectivement, depuis la fin de la guerre froide et les dividendes de la paix, les effectifs, on va dire, ont considérablement diminué. D'ailleurs, on est maintenant passé d'un ministère de la Défense nationale au ministère des Armées, certes qui essaye là et qui le fait même de se réimpliquer davantage sur le territoire national, mais qui le fait avec les moyens qui sont les siens. Si on prend par exemple le service de santé des armées, c'est moins d'1% de la capacité sanitaire. Voilà.
Donc, il y a encore sans doute chez quelques décideurs politiques le fait que si un jour on est face à un péril majeur, on pourra appuyer sur un bouton et les camions militaires vont débarquer. Moi, je plaide beaucoup pour qu'il y ait un exercice de sincérisation pour que chacun se rende compte que face à la crise majeure, les armées, bien entendu, répondront présentes, mais il ne faut pas compter sur elles pour apporter une réponse globale. J'ai été rapporteur du budget de l'armée de terre. Ce que je disais souvent, c'est que la force opérationnelle terrestre rentre dans le Stade de France aujourd'hui. Donc, si on a, c'est-à-dire qu'elle a diminué à 77 000 hommes, quand vous répartissez sur l'ensemble du territoire, compte tenu de tous ceux qui sont déjà occupés par ailleurs, il ne vous reste pas une masse disponible, on va dire, considérable. Donc, est-ce que finalement, le mouvement historique, ce n'est pas de dire on passe d'un système où, finalement, en cas de coup dur, on avait la défense nationale, et donc c'était les armées qui reprenaient la main, à un système où il faut assumer finalement beaucoup plus d'interministérialité, avec bien entendu les armées qui contribueront, mais également les autres services. Et finalement, le fait qu'il y ait un secrétaire d'État, un ministère, en tout cas quelqu'un qui se préoccupe des situations d'urgence, ça viendrait parachever ce mouvement, si j'ai bien compris. Est-ce que vous ressentez une évolution historique telle que celle-ci? Oui, pour avoir une famille de militaires, encore plus, est issu d'une famille de militaires, cette réponse programmée, monolithique, frontale, aujourd'hui, s'efface par rapport à une menace, une crise protéiforme, où il y avait un système qui pouvait répondre. On attend l'armée, finalement, à de la coordination et une multitude de réponses qui sont sur tout le territoire. C'est pour ça qu'il faut la coordonner. Pourquoi ça a marché dans la deuxième période du Covid? C'est parce que le préfet a sifflé la fin de la récré, vous mettez tous autour de la table, qui fait quoi? Et je veux des informations. Et en conséquence, je planifie. Pour répondre à votre question, on a mis à disposition au SDIS de l'Ain un officier de sapeur-pompier pour aider à la gestion de crise préfecture. On pourrait aussi imaginer ça dans une zone de défense, pas en permanence, mais au besoin. Donc ça c'est sûr. On a cette culture, nous, de l'anticipation. Donc, ça étaye, en fait. J'ai aussi l'image, moi, de choses, mais on est encore dans l'inconscient. On est encore dans En tout cas, je peux vous dire que par exemple, on parle de la crue centennale à Paris. Il y en a encore parfois qui disent bon, si on est dépassé, on fera appel à l'armée. Et c'est pour ça que je pense que c'est un exercice de sincérisation, on va dire, il est important avant qu'on soit confronté, on va dire, à ça dans le réel. En tout cas, effectivement, vous avez bien fait de rappeler qu'à l'échelle territoriale, le préfet a quand même plusieurs casquettes, que ce soit les préfets dans les territoires, les préfets maritimes, et permet quand même d'avoir une vision consolidée des choses et d'activer différents moyens d'une manière relativement homogène. C'est pour ça qu'il faut la même chose au niveau État, une doctrine, une planification, mais une coordination tout de suite ou très rapidement, parce qu'on voit bien qu'une crise, elle a, encore une fois, elle a une dominante environnementale si on a Lubrizol, de sécurité publique si on a une menace terroriste, ou de santé quand c'est la Covid. Mais on voit bien qu'au bout de 15 jours, tout ça s'est dépassé. Quand la crise dure, c'est de l'interservice, donc il faut coordonner. Sinon, vous avez un système aussi de concurrence entre les cellules qui n'est pas bonne. Et in fine, quand le préfet prend la main, ça ne se discute pas. Donc, il faudrait la même chose au-dessus. Puis dans l'inconscient, moi, j'ai vécu la crise de 99, la tempête. L'armée est venue, mais l'armée est venue au bout de 10 jours. Et pourtant, j'étais dans un département où j'avais un régiment. Aujourd'hui, je suis dans l'Ain, il y a un régiment médical. Vous avez de la chance. Ils ont un PMA. Enfin, je veux dire, ils ont fait une structure, mais qui les a aidés à monter cette structure à Mulhouse? Ce sont les sapeurs-pompiers. Et il n'y a pas de problème avec ça. Oui. Il n'y a pas de problème. Il faut juste. Il y avait 30 lits de mémoire. Donc, il y avait une contribution importante, on va dire, en termes de soutien de la nation, mais qui. Oui, c'est une opération. Ok, bon, ça c'est un. Ok, ça marche. Il me semblait que je voulais rebondir sur un point, mais ça m'est sorti de l'esprit sur ce point. Mais oui, le point sur lequel je voulais rebondir, c'était au-delà de la capacité à réagir dans l'urgence, il me semble que ce ministère pourrait contribuer à apporter l'effort minimal de préparation en temps, j'allais dire, normal. Parce qu'en fait, ce qu'on constate, c'est que quand on a une crise, pendant l'année suivante, tout le monde est motivé, il y a des choses qui se mettent en place.
mais que rapidement la situation revient à la normale et on oublie tout. Par exemple, quand vous regardez la question des masques, il y a eu H1N1, ok, on commande 1 milliard de masques, etc. Et puis après, comme je critique personne, mais comme vous avez des objectifs contradictoires entre des dépenses du quotidien et à côté la nécessité l'assurance minimale, parce que peut-être qu'on en aura besoin une fois tous les 10 ans, tous les 20 ans, mais si on n'a pas, le coût sera catastrophique. Voilà. Et donc, finalement, une gouvernance un peu spécifique, au-delà de la capacité à consolider la réponse dans l'urgence, je pense, pourrait permettre de contribuer à veiller à ce que l'effort minimal soit fait pour pas qu'on se réveille avec une surprise, d'une certaine manière. Alors, j'avais dernière question. Puis peut-être aussi, vous parliez de la guerre froide, un événement qui probablement se passera jamais. Aujourd'hui, les épisodes de crise sont récurrents et avec des densités de plus en plus fortes. Donc, l'après-crise Covid est le bon moment parce que ça arrive quand même assez régulièrement et on imagine la prochaine crise qu'il va y avoir. Et dans l'état d'esprit, c'est sûrement profiter de cette prise de conscience pour dire ça arrive régulièrement maintenant. Oui, bien sûr. Mais moi, fondamentalement, ce qui m'intéresse, sachant qu'on est dans une audition publique, c'est aussi le fait que si notre pays a des faiblesses en matière de résilience qui sont exposées, on va dire, à l'échelle internationale, des compétiteurs stratégiques au niveau mondial chercheront à exploiter ces faiblesses. Et donc, la résilience nationale, c'est aussi une forme de dissuasion dans ce qu'on appelle les guerres hybrides et un signal envoyé, on va dire, à nos compétiteurs stratégiques du fait que le pays sera résistant, même si un jour on est confronté à vous, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, si on est confronté à un adversaire, il cherchera forcément à agir sur le territoire national par différents moyens, et notamment compte tenu de notre forte exposition à la technologie, compte tenu de la capacité à agir aussi sur le champ informationnel pour entraîner des effets auprès de la population. Donc voilà, c'est pour ça que la résilience aussi, je trouve, devient de plus importante, parce qu'on n'est plus dans un contexte de guerre cinétique, mais on est dans un contexte de guerre hybride. Voilà. Au-delà de tous les accidents industriels, nucléaires, technologiques, climatiques qui peuvent se produire sur le territoire national. Alors, j'avais une dernière question qui relève plus de la culture de résilience que vous avez un peu évoquée, puisque depuis tout à l'heure, on parle finalement de la réponse publique face à une crise. On dit que peuvent faire les pompiers, que peut faire l'État, que peut faire l'armée. Moi, quand je fais un petit benchmark international, j'ai quand même plutôt l'impression que même si on a des évolutions encore et des choses pour améliorer tout ça, on a quand même plutôt une bonne gestion publique et que quand la crise est là, quand même, chacun se relève les manches et arrive à traiter les choses correctement. Enfin, quand je compare, par exemple, par rapport à la manière dont les Allemands ont traité les inondations récentes, je pense qu'on n'a pas forcément à rougir dans la manière dans notre réponse publique en tant que telle. Pour autant, on est également dans un pays où on a tous en tête un État fort, parfois un État qui peut tout, un État qui sera toujours là pour vous sauver quoi qu'il arrive. Et ça peut parfois contribuer à une certaine déresponsabilisation des acteurs locaux et des citoyens. Le cas extrême, c'est quand on voit quelqu'un qui va escalader le Mont Blanc en basket en disant si j'ai un problème, j'appelle le 18 et j'ai tout de suite un hélicoptère qui viendra me sauver. Et donc, moi, ma préoccupation, c'est comment on peut à la fois continuer à avoir une réponse publique qui tend vers l'excellence et la capacité à faire face, sans déresponsabiliser les acteurs locaux et les citoyens. Et comment, finalement, on pourrait également avoir un discours qui dit, écoutez, l'État se mobilise au maximum, mais l'État ne peut pas tout. Dans certaines conditions, les capacités publiques peuvent être dépassées et on a besoin que vous vous preniez également en main pour assurer votre propre résilience. Et pour un État, il ne serait peut-être pas honteux de dire à sa population, ayez quand même chez vous le minimum d'eau, ayez un peu de réserve alimentaire, parce qu'on assume, même en France, qu'il peut qu'il y ait des situations dans lesquelles on sera dépassé. Et donc, comment vous voyez le développement de cette culture de résilience et comment les sapeurs-pompiers volontaires, qui ont cette chance d'être des citoyens répartis sur l'ensemble des territoires,
peuvent y contribuer. On appelle ça, nous, finalement, par rapport à toutes ces actions un peu, pas désorganisées, mais sur tout le territoire, il faut remettre un continuum de formation qui ait du sens de l'école élémentaire aux collégiens avec les gestes qui sauvent, le service national universel, je passe mon permis de conduire, j'accède à un logement. On a l'image du diagnostic de performance énergétique, mais est-ce que j'ai la notice gestion des risques? Vous êtes dans un appartement, voilà la conduite à tenir. Vous êtes dans une zone inondable, voilà la conduite à tenir. Et jusqu'à peut-être une journée nationale de la prévention des risques, où je suis à l'école, voilà qu'est-ce qui se passe quand il y a un tremblement de terre, quand il y a une zone inondable, quand il y a un incendie. C'est un continuum qu'il faut mettre en place. Et pour ça, il faut coordonner toutes nos actions. Alors, après, c'est des moyens, on va pas se le cacher. Le département de l'Ain a dit aux SDIS, vous allez former tous les collégiens. À l'échelle du département de l'Ain, former tous les collégiens, c'est à peu près 300 000 € par an. Voilà. On forme tous les collégiens 8 heures par 8 heures sur les gestes qui sauvent avec un minimum d'informations sur l'aspect prévention. Donc, c'est ce continuum qu'il faut, mais et encore une fois, chacun s'occupe un peu d'un bout de la gestion des risques et donc de la prévention. Le ministère de l'Environnement, le ministère du Logement, le ministère de l'Intérieur, l'Éducation nationale, tout le monde a un petit bout. C'est ça qu'il faudrait remettre, cette doctrine, ce continuum de formation à l'échelle nationale. Je pense que c'est… Alors, vous l'avez bien dit, hein, on ne fait pas partie des mauvais élèves. Simplement, nous, sapeurs-pompiers, quand on prend l'exemple des établissements recevant du public, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de morts. Alors, effectivement, quand on fait un mort dans une maison de retraite, ça fait la une des journaux, mais il y en a très peu. On en a une centaine par an. Par contre, des morts d'incendie dans une habitation, on en a près de 1000. Alors, 1000, ce n'est pas grand-chose par rapport à X centaines de milliers de personnes par rapport à la Covid, mais malgré tout, ça nous heurte parce que de simples règles de prévention. Regardez quand on a parlé des détecteurs automatiques de fumée. Bon, ok, on ne l'oblige pas, mais on met une obligation dans 5 ans. C'est pas grand-chose un détecteur, hein. Ça coûte 20 balles. C'est une obligation et ça sauve des vies. Donc, effectivement, on y arrive, parce que le Français, une fois qu'il est convaincu, il le fait. Mais il faut beaucoup de temps pour le convaincre. Donc, il ne faut pas relâcher la pression. Et puis, surtout, encore une fois, cette coordination interministérielle, elle a aussi du sens par rapport à la formation et à la prévention. Donc, l'organiser, c'est à mon sens quelque chose… Et ce n'est pas forcément que les moyens de l'État. Chacun, à son niveau, peut prendre une partie de cette… Encore faut-il qu'elle soit globalisée et pensée globalement, quoi. Très bien, écoutez, merci beaucoup, monsieur le contrôleur général, pour tous ces échanges très intéressants qui éclairent vraiment les travaux de la mission d'information. Donc, on va essayer de consolider tout ça pour travailler sur notre rapport. Et puis, on aura aussi l'occasion d'aller dans des pays étrangers, notamment on va aller en Finlande pour voir la manière dont ils gèrent leur résilience. Et donc, on aura l'occasion de voir comment la sécurité civile fonctionne en Finlande. Donc, sauf si vous avez un dernier mot, je vous remercie à nouveau. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser sur le terrain en région. Ça a coupé un petit peu, donc je n'ai pas entendu vos mots conclusifs. Mais merci en tout cas de l'échange, parce que c'est toujours très riche. Et vous pouvez compter sur une fédération qui vous apportera des éléments au besoin. Et puis, bien sûr, on n'est pas très loin. Donc, au plaisir de se retrouver. Très bien. Bonne journée à vous. Également, au revoir. Au revoir. Au revoir.